On promet la mort, et pourtant le mouvement ne s'arrête pas. Le texte renverse le vieux réflexe du mythe du chef indispensable. L'orateur dit n'être qu'un corps, tandis que l'idée circule, s'agrège et devient une foule. Alors, que retient le public quand Ibrahim Traoré disparaît du cadre? La réponse, selon ce discours, tient dans une mécanique simple. La peur isole, la dignité rassemble. Des paysans aux soldats, des étudiants aux ouvriers, chacun se voit déjà porteur de la parole. Et la menace devient, paradoxalement, une invitation à parler plus fort. Ce discours promet plus qu'un slogan ou une posture personnelle. Il propose un cadre de lecture où le risque est assumé avant d'être justifié. Parler, c'est s'exposer. Se taire, c'est accepter l'effacement collectif. L'enjeu central n'est donc pas la survie d'un dirigeant, mais la capacité d'un peuple à se penser comme sujet politique durable. Pour le spectateur, le bénéfice est clair. Comprendre comment un message transforme la peur en ressource mobilisatrice et pourquoi cette bascule ne concerne pas uniquement le Burkina Faso. Ce texte affirme que la domination ne repose pas seulement sur l'économie ou les armes, mais sur l'habitude d'obéir et de croire qu'il n'existe pas d'alternative crédible. Le pari est risqué. Si le message échoue, il renforce l'isolement et justifie la répression. S'il réussit, il modifie la relation entre citoyens, armée et État en déplaçant le centre de gravité du pouvoir vers la base sociale. C'est cette tension entre fragilité immédiate et projection collective qui donne au discours sa portée et explique pourquoi il est perçu comme dangereux par certains acteurs extérieurs. La révélation tient en peu de mots. La menace de mort ne vise pas à faire taire, mais à tester l'adhésion. En moins de 10 minutes de prise de parole, le message renverse un réflexe ancien en Afrique de l'Ouest. Éliminer un homme pour dissoudre un mouvement. Ici, l'orateur affirme l'inverse et ce renversement constitue le cœur stratégique du texte porté par Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un discours improvisé sous la colère. La construction suit une logique précise, presque pédagogique. D'abord, la dépersonnalisation du leadership. Je peux mourir, répété sous plusieurs formes, sert à détacher la cause du corps. Ensuite, la redéfinition de la peur. Elle n'est plus une fatalité, mais un outil utilisé depuis des décennies pour maintenir l'obéissance. Enfin, la réattribution du pouvoir symbolique au collectif présenté comme déjà conscient de sa force. Le contexte éclaire cette mécanique. Le Burkina Faso sort d'années marquées par l'instabilité sécuritaire, la pauvreté persistante et une dépendance extérieure, souvent décrite comme inévitable. Dans ce cadre, la parole officielle a longtemps insisté sur la prudence, la coopération imposée et l'acceptation du statu quo. Le discours étudié rompt avec cette tradition en assumant frontalement le conflit narratif. Il oppose dignité et confort, liberté et sécurité conditionnelle. Ce qui frappe, c'est l'insistance sur la transmission. Ibrahim Traoré ne se présente pas comme l'origine de la résistance, mais comme un relais. Il invoque les mères, les soldats, les jeunes, transformant des figures ordinaires en sources légitimes de leadership. Cette stratégie élargit la base d'identification et réduit l'impact d'une éventuelle élimination ciblée. Ainsi, la mini-révélation n'est pas seulement politique, elle est psychologique. Le discours suggère que dès lors que l'idée circule dans les villages et les rues, le rapport de force symbolique a déjà changé indépendamment des décisions à venir. Pour comprendre l'effet immédiat du discours, il faut regarder les figures qu'il met en avant et non celles qu'il écarte. Le texte ne s'appuie pas sur des élites abstraites ni sur des institutions lointaines. Il s'ancre dans des personnages ordinaires, décrits comme déjà actifs avant même la prise de parole. La mère qui nourrit sa famille avec presque rien, le soldat qui protège le territoire avec des moyens limités, le jeune
qui refuse une trajectoire de dépendance. Ces figures fonctionnent comme des guides narratifs car elles déplacent l'attention du sommet vers la base. L'impact précoce apparaît dans cette redistribution symbolique. En donnant une valeur politique à des gestes quotidiens, le discours transforme des expériences individuelles en preuves collectives. Le courage n'est plus présenté comme exceptionnel. Il devient la continuité logique d'une vie marquée par la privation et l'humiliation. Cette normalisation du courage réduit la distance entre le message et ceux qui l'écoutent, rendant l'adhésion plus accessible. Dans ce cadre, la figure du dirigeant s'efface volontairement. Ibrahim Traoré est évoqué comme un point de passage, non comme une finalité. Cette posture modifie la réception du message. L'auditeur n'est pas invité à suivre un homme, mais à reconnaître sa propre place dans une chaîne de décision déjà en cours. L'effet est immédiat, car il active un sentiment de responsabilité plutôt qu'une attente passive. Très tôt, cette approche produit un enjeu clair. Si chacun peut être porteur de la parole, alors la menace ciblée perd de son efficacité. La question n'est plus qui dirige, mais qui continue. Et cette bascule, perceptible dès les premières minutes, explique pourquoi le discours est interprété comme un signal de rupture, plutôt que comme une simple déclaration de défi. Le déclenchement est net et volontaire. Le discours commence par une rupture explicite avec la logique de la dissuasion. La mort annoncée n'est pas niée, elle est intégrée. Cette acceptation initiale désamorce l'attente dramatique classique et ouvre un espace narratif inhabituel où la menace cesse d'être un point final. Dès ce moment, Ibrahim Traoré place le débat ailleurs, non sur sa survie, mais sur la continuité d'un mouvement présenté comme déjà en marche. Le crescendo se construit par paliers courts, presque martelés. Chaque séquence ajoute une couche. D'abord la peur, décrite comme une arme ancienne, ensuite la dignité, posée comme une alternative coûteuse mais nécessaire, enfin la solidarité, définie comme la seule protection durable. Le rythme s'accélère lorsque le texte énumère les groupes sociaux, paysans, soldats, étudiants, ouvriers, non pour les flatter, mais pour les inscrire dans une même trajectoire. Cette accumulation crée un effet de masse où l'individu disparaît dans le collectif sans perdre sa valeur. Le point culminant intervient lorsque la menace extérieure est renversée en aveu de faiblesse. Le discours affirme que ce ne sont ni les armes ni l'argent qui inquiètent les puissances adverses, mais la diffusion d'une pensée autonome. À ce stade, la narration quitte le terrain émotionnel pour entrer dans une logique causale. Si la domination repose sur la peur intériorisée, alors la prise de conscience devient l'acte subversif principal. Ce glissement donne aux propos une portée stratégique au-delà de l'indignation. Les ondes de choc apparaissent immédiatement après. Le texte anticipe les accusations, les sanctions, l'isolement, et les neutralise en les présentant comme des étapes prévisibles d'un cycle historique déjà observé ailleurs en Afrique. Cette anticipation réduit l'effet de surprise et prépare psychologiquement l'audience à des coups futurs. Ibrahim Traoré n'y promet ni confort ni victoire rapide. Il insiste sur la difficulté, la durée et le prix à payer, ce qui renforce paradoxalement la crédibilité du message. Un autre effet de résonance tient dans la redéfinition du leadership. Le discours affirme que même en cas d'élimination, il n'y aura pas de recherche d'un nouveau sauveur, mais l'émergence de multiples relais. Cette projection transforme la chronologie classique des crises politiques. Au lieu d'un vide de pouvoir, le texte annonce une dispersion du pouvoir. La succession n'est plus verticale, elle devient horizontale. Enfin, les dernières ondes se manifestent dans la manière dont le futur est cadré. Le retour en arrière est présenté comme impossible, non par optimisme, mais par saturation de l'expérience passée. La souffrance déjà vécue sert de point d'ancrage pour justifier la poursuite du chemin, même incertain.
À ce stade, la séquence événementielle est complète. L'attaque déclenche la parole restructure le récit et le récit redéfinit les options perçues comme acceptables. Le discours ne s'appuie presque jamais sur des chiffres explicites, et ce silence est en soi un indicateur. Le point de départ est une réalité largement connue et répétée. Pauvreté persistante, insécurité chronique, dépendance économique extérieure. Cette situation est présentée comme un état prolongé, normalisé par le langage politique traditionnel. La pauvreté y est décrite comme une condition, non comme un choix imposé, et l'instabilité comme un risque inévitable. C'est ce cadre initial que le texte cherche à déplacer. Le premier écart intervient dans la manière de nommer la cause. Le discours affirme que la pauvreté du peuple n'est pas équivalente à la pauvreté du pays. Cette distinction, simple en apparence, modifie la lecture économique. Les ressources existent, mais leur circulation est captée ailleurs. Autrement dit, le changement n'est pas encore matériel, il est cognitif. La valeur se déplace du manque supposé vers la distribution réelle, ouvrant la possibilité d'un autre diagnostic. Un second écart concerne la peur. Le point de départ est une peur diffuse accumulée sur plusieurs décennies, associée à des menaces récurrentes, sanctions, isolement, chaos. Le texte décrit cette peur comme un instrument systémique. Le changement apparaît lorsque la peur cesse d'être individuelle pour devenir partagée. Une peur partagée perd de son efficacité coercitive car elle n'isole plus. Ce déplacement transforme un coût psychologique en ressources collectives. Le troisième écart touche à la notion de leadership. Traditionnellement, la stabilité politique est associée à une figure centrale, dont la disparition crée un vide mesurable. Le discours inverse cette équation. Il affirme que l'élimination d'un individu ne réduit pas la capacité d'action, mais peut l'élargir en multipliant les centres de décision. Ici, le écart est organisationnel, d'une structure verticale fragile vers une structure diffuse, plus résiliente. Ibrahim Traoré est utilisé comme exemple transitoire, non comme variable indispensable. Chaque écart est accompagné d'une explication implicite. La redistribution des ressources n'est pas présentée comme immédiate, mais comme une orientation. La fin de la peur n'est pas décrite comme un état stable, mais comme une perte progressive d'efficacité. La transformation du leadership n'est pas un idéal abstrait, mais une adaptation à un environnement hostile. Ces précisions évitent l'écueil de la promesse chiffrée non vérifiable. Ainsi, même sans données numériques, le discours fonctionne comme une démonstration comparative. Il oppose un avant figé à un après ouvert sans fixer d'objectif quantifié. Cette absence de chiffres protège le message de la contestation technique tout en laissant au public la responsabilité de mesurer dans le temps les écarts entre discours et réalité. Le changement proposé n'est pas évalué en pourcentage, mais en capacité accrue à décider collectivement, ce qui constitue, dans ce cadre, l'indicateur central. Les critiques les plus solides du discours avancent deux arguments principaux. Le premier concerne la sécurité. Selon cette lecture, un message qui relativise la menace et encourage la désobéissance morale risque d'exposer davantage la population. Dans un contexte déjà instable, affirme-t-il, la priorité devrait rester la protection immédiate, même au prix de compromis politiques. La peur, dans cette optique, n'est pas seulement un outil de domination. Elle serait aussi un mécanisme de prudence collective. Le second argument porte sur l'économie. Les opposants estiment qu'un discours de rupture symbolique, sans garantie matérielle claire, peut aggraver l'isolement international et réduire l'accès aux ressources. Les sanctions, la fuite des capitaux ou la suspension de partenariats sont présentées comme des conséquences prévisibles. Dans ce cadre, la dignité affichée risquerait de se traduire par une détérioration concrète des conditions de vie,
frappant d'abord les plus vulnérables. La réponse du texte ne nie pas ces risques, elle les intègre. Sur la sécurité, le discours affirme que la peur n'a pas empêché la violence passée. Au contraire, elle aurait accompagné des décennies d'insécurité malgré l'obéissance formelle. L'argument n'est donc pas que le danger disparaît, mais que la soumission n'a pas prouvé son efficacité protectrice. La solidarité, présentée comme choix collectif, est posée comme une autre forme de défense, moins visible mais plus durable. Sur l'économie, la réponse repose sur une distinction centrale. Dépendance n'est pas stabilité. Le texte soutient que l'accès conditionnel aux ressources maintient une fragilité structurelle. En ce sens, le risque immédiat d'un choc est mis en balance avec le coût cumulé de la dépendance prolongée. Ibrahim Traoré est évoqué comme un messager de cette équation, non comme son garant personnel. La version la plus robuste de cette critique révèle une tension réelle, non résolue par des promesses simples. Le discours accepte l'incertitude, mais conteste l'idée que l'option prudente soit nécessairement la moins coûteuse. Il propose une autre hiérarchie des risques, supporter des difficultés visibles plutôt que prolonger une vulnérabilité invisible. La force de cette réponse tient précisément à ce refus de l'illusion sécuritaire et à la volonté de traiter la peur comme une variable politique, non comme une fatalité. Ici, un basculement apparaît ne révèle pas un événement caché, mais un changement de lecture. Le discours cesse ici d'être défensif pour devenir projectif. La question n'est plus de savoir si la menace peut être évitée, mais pourquoi elle échoue à produire l'effet attendu. En affirmant que la parole continuera, avec ou sans lui, Ibrahim Traoré transforme l'hypothèse de sa disparition en donnée intégrée, presque banalisée. Le déplacement est subtil, mais décisif. Jusqu'ici, la peur structurait le débat. À ce stade, elle est décrite comme un mécanisme épuisé, incapable de freiner une conscience déjà partagée. Le texte insiste sur un détail souvent négligé, la diffusion. Une idée, une fois comprise, ne circule plus verticalement. Elle se propage de proche en proche, dans les villages, les casernes, les écoles, hors de tout centre unique. Cette lecture modifie la temporalité. Le futur n'est plus suspendu à un résultat immédiat, mais étalé dans une succession de choix quotidiens. La révolution évoquée n'est pas proclamée, elle est vécue. Chaque refus de la résignation devient une confirmation silencieuse que le point de non-retour est franchi. Ce basculement n'apporte donc pas une réponse rassurante, il apporte une clarification. Si la dynamique repose sur la conscience collective, alors aucune élimination ciblée ne peut refermer le processus. Le cœur du message n'est plus la survie d'un homme, mais la persistance d'une décision partagée déjà en train de se matérialiser. Les conséquences concrètes du discours se lisent différemment selon les groupes concernés, mais un fil commun apparaît, la redistribution des attentes et des responsabilités. Pour l'État d'abord, le message impose un changement de posture. Gouverner ne consiste plus seulement à négocier à l'extérieur pour maintenir un équilibre fragile, mais à assumer publiquement des choix qui peuvent entraîner des coûts visibles. Cette transparence forcée réduit la marge du discours ambigu. En plaçant la dignité au centre, l'appareil étatique est sommé d'aligner ses décisions sur une logique de cohérence interne plutôt que sur la seule gestion de la pression internationale. Pour les entreprises locales, l'effet est plus indirect mais réel. Le discours redéfinit la notion de partenariat. Les accords perçus comme déséquilibrés sont symboliquement délégitimés, ce qui modifie le climat d'attente autour de l'investissement et de l'exploitation des ressources. À court terme, cela peut accroître l'incertitude. À moyen terme, cela crée une demande sociale pour des modèles économiques perçus comme plus justes, même s'ils sont moins rapides ou moins lucratifs.
Cette pression ne vient pas d'une loi nouvelle, mais d'un récit qui redéfinit ce qui est acceptable. Du côté des citoyens, l'impact est psychologique mais structurant. Le discours affirme que la pauvreté n'est pas une faute individuelle, mais le résultat d'un système. Cette requalification réduit l'autoculpabilisation et encourage l'engagement civique, même modeste. Pour beaucoup, l'effet principal n'est pas l'adhésion à une idéologie, mais le sentiment d'être légitime à parler et à demander des comptes. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un catalyseur narratif. Sa parole sert de point d'appui pour une réappropriation du jugement politique ordinaire. Enfin, au niveau régional, le signal dépasse le Burkina Faso. Le discours s'inscrit dans une séquence plus large en Afrique de l'Ouest où plusieurs sociétés questionnent simultanément les cadres hérités de la coopération sécuritaire et économique. Cette synchronisation amplifie l'effet. Même sans coordination formelle, la répétition de thèmes similaires crée une résonance régionale, perçue comme un risque par certains acteurs extérieurs. Ces quatre lectures convergent vers une conséquence centrale, le déplacement du coût politique. Le prix de la rupture devient visible, mais celui de la continuité l'est désormais aussi. En rendant ce calcul explicite, le discours force chaque groupe à se positionner non plus par défaut, mais par choix assumé. C'est dans cette obligation de choisir que réside son impact le plus durable. À court et moyen terme, le discours ouvre trois trajectoires plausibles sans prétendre en verrouiller l'issue. Une première trajectoire repose sur la continuité sous tension. Dans cette hypothèse, la parole de rupture maintient une forte mobilisation symbolique, mais se heurte à des contraintes matérielles persistantes. Les relations extérieures restent difficiles, les marges budgétaires limitées et les résultats concrets avancent lentement. Le message conserve alors sa fonction principale, maintenir la cohésion et éviter le retour à une résignation silencieuse. Si cette trajectoire prévaut, la stabilité dépendra moins des annonces que de la capacité à absorber la fatigue sociale. Une deuxième trajectoire, plus favorable, suppose une conversion progressive du capital symbolique en levier pratique. Ici, la réappropriation du discours par les citoyens et certaines institutions crée un espace pour des réformes ciblées, même modestes. La légitimité acquise permet de renégocier certains cadres, d'expérimenter des politiques plus visibles localement et de renforcer la confiance interne. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré n'est pas central comme décideur unique, mais comme repère transitoire d'une dynamique plus large. L'amélioration reste partielle, mais suffisante pour crédibiliser l'idée que la dignité peut produire des gains tangibles. Une troisième trajectoire, plus sombre, met en lumière les risques évoqués par les critiques. L'isolement s'accentue, les sanctions ou pressions indirectes pèsent sur l'économie et la mobilisation se fragmente. La fatigue, combinée à des difficultés matérielles accrues, affaiblit l'adhésion initiale. Dans ce cas, le discours conserve une valeur mémorielle, mais perd sa capacité structurante à court terme. Le danger n'est pas l'effondrement immédiat, mais l'érosion progressive de la confiance collective. Ces scénarios partagent une constante. Aucun ne dépend exclusivement de la survie ou de l'action d'un seul homme. La variable décisive est la traduction quotidienne du message en pratique, petite mais répétée. La recommandation implicite est donc intellectuelle plutôt que programmatique. Observez non pas les déclarations spectaculaires, mais les signaux faibles. Décision locale, forme d'entraide, acceptation ou rejet de nouveaux récits. C'est à ce niveau que se jouera, dans les mois à venir, la crédibilité réelle de la rupture annoncée. À ce stade, le discours cesse d'être uniquement un objet d'analyse politique pour devenir une question adressée aux spectateurs. Il invite chacun à se situer, même à distance du Burkina Faso. Le premier niveau de projection concerne ceux qui vivent dans des contextes similaires, marqués par l'insécurité ou la dépendance. Pour eux,
Le message agit comme un miroir. Il suggère que la résignation n'est pas une donnée naturelle, mais une construction apprise et donc réversible. Un second niveau touche les publics plus éloignés, installés dans des environnements institutionnels plus stables. Ici, l'interpellation est moins émotionnelle que réflexive. Le discours oblige à reconsidérer des notions souvent tenues pour acquises, comme la stabilité, la coopération ou le coût réel du confort. Il rappelle que certaines sécurités reposent sur des asymétries invisibles ailleurs et que ces équilibres peuvent être contestés par un simple déplacement du récit dominant. Pour les jeunes en particulier, l'effet est plus direct. Le texte leur parle de choix non comme d'idéaux abstraits, mais comme de décisions concrètes et répétées. Rester, partir, accepter, refuser. Chaque option est présentée comme porteuse de conséquences collectives. Cette responsabilisation peut être lourde, mais elle redonne aussi une forme de contrôle symbolique à ceux qui se perçoivent souvent comme périphériques. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un modèle à imiter, mais comme un point de cristallisation temporaire. Sa parole sert à ouvrir un espace où le spectateur est amené à se demander ce qu'il ferait. Lui, face à une menace comparable ou face à une promesse de dignité coûteuse. L'impact principal ne réside pas dans l'adhésion immédiate, mais dans la persistance de cette question après la fin du discours. En définitive, cette section touche le public là où l'analyse pure ne suffit plus. Elle transforme un récit national en interrogation universelle sans imposer de réponse, mais en rendant le non-choix lui-même plus difficile à justifier. La traduction du discours en trajectoire opérationnelle repose sur une logique graduelle, non sur une rupture instantanée. La première étape concerne la clarification interne. Il s'agit d'aligner les décisions publiques avec le récit de dignité affirmé afin de réduire l'écart entre parole et pratique. Cette cohérence, même imparfaite, constitue le premier indicateur mesurable car elle conditionne la crédibilité de toute action ultérieure. Ibrahim Traoré est ici mentionné comme point d'impulsion, non comme exécutant unique. La deuxième étape touche à la priorisation. Le texte suggère implicitement que tout ne peut pas être transformé en même temps. L'effort doit se concentrer sur quelques domaines visibles capables de produire des effets perceptibles à court terme, même limités. Ces choix servent de test. Ils permettent d'évaluer la capacité collective à supporter des coûts immédiats en échange de gains symboliques ou matériels différés. La troisième étape relève de la diffusion. Une fois une décision assumée, sa logique doit être expliquée, répétée et appropriée localement. Cette pédagogie réduit les malentendus et transforme les sacrifices en actes partagés plutôt qu'en contraintes imposées. La mesure du succès n'est pas uniquement économique, elle se lie aussi dans la diminution de la peur et l'augmentation de la participation. La quatrième étape concerne l'adaptation. Le discours n'exclut pas l'erreur. Il insiste au contraire sur la nécessité de corriger sans renier l'orientation générale. Cette flexibilité est essentielle pour éviter la rigidité idéologique et maintenir l'adhésion sur la durée. Enfin, la cinquième étape est temporelle. Rien n'est présenté comme définitif. Le message propose une boussole plutôt qu'un calendrier strict. La réussite se mesurera à la capacité de maintenir une direction commune malgré les chocs et à la multiplication d'acteurs capables de porter cette orientation au-delà de toute figure individuelle. C'est dans cette continuité collective que la promesse du discours cherche à se réaliser concrètement. Le récit revient là où il avait pris appui, sur des gestes ordinaires investis d'une portée politique. La mère évoquait plutôt le soldat aux moyens limités, le jeune face à l'alternative du départ ou de l'engagement ne sont plus seulement des images. Ils deviennent des repères émotionnels, rappelant que la parole analysée n'a jamais été détachée du quotidien.
En refermant la boucle, le discours réaffirme que la transformation décrite ne se joue pas dans les sommets diplomatiques, mais dans des décisions répétées, souvent invisibles. Ce retour donne une tonalité différente à l'ensemble. Ce qui pouvait apparaître comme un défi frontal se révèle être une invitation persistante à la cohérence personnelle. Ibrahim Traoré réapparaît ici non comme figure centrale, mais comme écho d'une expérience partagée. Sa voix se confond avec celle qu'il a citée, et c'est précisément cette dilution qui produit l'effet émotionnel le plus durable. Le sentiment dominant n'est pas l'euphorie, mais une forme de gravité lucide. Le discours ne promet pas la victoire, il promet la continuité du choix. En rappelant les visages anonymes du début, il suggère que la dignité n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne, souvent coûteuse, parfois silencieuse. La ligne qui s'impose alors, comme un clou final, est simple et sans emphase. Une idée partagée survit toujours à un homme. Ce rappel ferme le récit sans l'épuiser. Il laisse au spectateur non pas une conclusion rassurante, mais une responsabilité prolongée ancrée dans des existences concrètes déjà évoquées. La dernière séquence ne cherche pas à mobiliser par injonction, mais à élargir le cercle de la réflexion. Le discours, tel qu'il a été analysé, ne demande ni adhésion aveugle, ni soutien immédiat. Il propose plutôt un cadre symbolique dans lequel chacun peut interroger sa propre position face à la peur, au confort et à la dignité. Cette ouverture explique sa diffusion. Elle laisse de la place au désaccord tout en rendant l'indifférence plus difficile. Sur le plan social, le message fonctionne comme un test collectif. Il révèle les lignes de fracture, mais aussi les points de convergence possibles au-delà des frontières nationales. En ce sens, Ibrahim Traoré devient moins un sujet qu'un révélateur. Sa parole sert à exposer des tensions déjà présentes dans de nombreuses sociétés, qu'elles soient africaines ou non. La question laissée au public n'est donc pas stratégique, mais morale et pratique à la fois. Jusqu'où une communauté est-elle prête à accepter des coûts visibles pour préserver une cohérence invisible? Et inversement, combien de concessions silencieuses finissent par peser plus lourd que les sacrifices assumés? Ce sont ces interrogations, plus que des réponses définitives, qui prolongent la vie du discours après sa diffusion. Elles invitent à observer, à discuter et à comparer plutôt qu'à conclure trop vite. La fin n'impose pas un chemin. Elle ouvre un espace de dialogue où le choix, désormais, ne peut plus être totalement évité.